Écoutez cette histoire qui nous place dans une ville très avancée, qui a réussi à combiner la magie et la technologie de manière parfaite pour que les gens y vivent bien. Jusqu'au jour où le roi démon, sous cette forme de crapaud, a semé le chaos et même les chevaliers de la ville n'ont pas pu lui faire de mal. C'est alors qu'un garçon apparemment sans désir de vivre erre dans la ville comme si de rien n'était. Heureusement, il finit par être sauvé. Mais en vérité, ce n'était jamais nécessaire. C'est ainsi que nous arrivons à ces années d'adolescence, d'académie, de petites amies, où il préfère rester discret, mais cela attire les brutes qui le voient comme faible. Cependant, Saronne, la femme la plus populaire de l'endroit, finit par le sauver. Le problème, c'est qu'elle s'attendait à une autre attitude, puisque tout le monde l'idolâtre, mais le gars semble simplement la remercier et s'en va. C'est pourquoi elle se sent assez ignorée, compte tenu du fait que tout le monde l'adore comme la meilleure. On leur explique que pour entrer à l'académie, ils doivent passer un test qui déterminera leur rang et classe et vaincre la version spirituelle de la bête vue auparavant. L'otaku passe et il réalise que ce n'est pas si simple. Certains échouent, d'autres révèlent leur talent. Bien, tout est joli. Comme ce chauve ou son ami, qui passent avec un score plus que correct. Mais celle qui se démarque le plus, c'est la waifu, qui rejoint directement la classe d'élite et qui, eh bien, impressionne tout le monde, sauf le protagoniste. C'est à son tour, et dès qu'il monte sur scène, sa puissance se ressent. C'est impressionnant de dire qu'on a un protagoniste qui, rien qu'en naissant, est déjà très fort. Et si dans ton jeu préféré, tu obtenais le personnage le plus puissant? C'est justement ce que nous offre le retour de Dragon Ball Super dans le Battle Royale. Pugimobile, avec un grand éventail de récompenses, où l'on retrouve les skins les plus légendaires et pleines de nostalgie de la série. Trunks, Bulma, Goku, Vegeta, même Végito ajoutent plein de consommables. Et si tu aimes personnaliser le sac à dos, le parachute, je ne sais pas, l'arme, tu peux le faire sans problème, mais il faudra jouer de bonnes parties pour débloquer les récompenses grâce à la dynamique d'un jeu de mémoire, auquel tu accèdes avec des jetons obtenus dans les missions hebdomadaires du jeu lui-même. On sent que Pugimobile évolue pour rendre l'expérience plus amusante, surtout avec sa mise à jour 3,20 qui nous apporte les chers mechas géants, des machines avec lesquelles il faut absolument décrocher une victoire, comme tout bon otaku. Au minimum avec le Turbo Sac à dos, qui est essentiellement une amélioration de déplacement, au cas où tu perdrais des informations précieuses. Et si tu veux en savoir plus sur cette collaboration avec l'anime et sa nouvelle mise à jour 3,20, tu trouveras tout ce qu'il te faut dans la description pour profiter de l'un des Battle Royale mobiles les plus joués au monde. Rien qu'en posant le pied sur scène, on ressent déjà sa puissance écrasante, à tel point que la bête se rend compte que c'est lui qui l'a vaincu et décide de s'auto-détruire pour ne pas être complètement éliminé. De la même manière, il est amené dans la classe d'élite, où, dès le premier jour, ils doivent invoquer les habituelles mascottes spirituelles qui dépendent de la quantité de pouvoir que chaque élève possède. Tous invoquent des mascottes normales, jusqu'à ce que le protagoniste tente d'en invoquer une simple, mais fait apparaître à nouveau la créature géante, cette fois comme sa mascotte. Donc, pour l'expliquer, le protagoniste est pratiquement invincible depuis le jour de sa naissance, très en avance pour son âge, avec toutes sortes de compétences qui n'ont pas toujours été bénéfiques. C'est pourquoi ses parents décident de lui apposer un sceau qui l'aide plus ou moins à contrôler son pouvoir. De cette façon, il décide de mener une vie discrète, il se lie d'amitié avec ces deux-là qui sont vraiment des gens bien. Ensuite viennent les élections, où la waifu, la fille que nous avons vue plus tôt, veut gagner à tout prix. Sans le vouloir, le protagoniste l'aide dans certaines choses, mais lui cause du tort dans d'autres. À cause de cela, elle a un vrai casse-tête parce qu'elle ne sait pas si ce nouveau gars est une bonne personne. Est-ce qu'elle finit par perdre les élections? Cependant, elle décide de proposer un rendez-vous au protagoniste parce qu'elle est déjà bien accrochée à lui, ce qu'il accepte sans aucun problème. Cependant, pendant le rendez-vous, ils seront poursuivis par ces deux tueurs, qui sont plutôt ratés, et qui sont sous les ordres de cette fille mystérieuse que nous verrons plus tard. Nous avons un rendez-vous plein de moments amusants et avec une fin assez romantique dans lequel on peut remarquer la chimie qu'il y a entre ces deux personnages. Le lendemain, nous retournons à l'école où le directeur leur annonce qu'il y a maintenant un nouveau tournoi dans lequel ils doivent d'abord mesurer l'énergie physique de chaque équipe à l'aide de ces bracelets. Et ce tournoi sera contre une autre académie, l'école 59, avec une puissance assez bonne, du moins jusqu'à ce que le protagoniste arrive et montre tellement de puissance qu'il ne peut même pas la contrôler. Cela les place automatiquement à la première place. Le score est tellement fou qu'ils pensent que c'est une erreur. Pendant ce temps, c'est le moment de se détendre avant le tournoi. Chacun fait ce qu'il veut, rendre visite à sa famille, pratiquer ses loisirs, comme par exemple la waifu qui est streameuse.
La nouvelle religion PAI, qui, petite anecdote, est dirigée par le père du chauve et par l'un des professeurs de l'école Turbio. Là où ça devient vraiment génial, c'est quand chacun doit se préparer pour aller au tournoi qui aura lieu à l'académie du rival. En utilisant leurs épées comme outil, chacun prépare la sienne ainsi que celle du protagoniste. Même si elle est laide visuellement, elle possède un esprit puissant sous la forme de ce garçon. De là, ils arrivent à l'école 59 qui est l'école rivale où ils sont accueillis par ses 4 membres qui sont assez forts. Et un 5e membre qui maîtrise une énergie négative comme celle du prota. Ici, on revoit la fille Lapin, mystérieuse, cherchant un moyen de tuer la waifu. Et comme il se rend compte qu'elle tient tellement à tout ça, le protagoniste décide de la kidnapper. Le plan ne se passe pas très bien pour elle, car ils finissent par sauver le protagoniste. Cependant, l'ennemi parvient à prendre l'apparence du 5e membre de l'équipe adverse. C'est ainsi que commence le tournoi où nous avons ces 2 équipes de 5 qui s'affrontent dans une domination de zone. C'est un peu comme capturer le drapeau avec 5 zones, chacune représentant un élément. Au début, on voit comment l'école rivale prend l'avantage, car elle parvient à s'emparer de plusieurs des hôtels, donc son score augmente plus rapidement. Ce à quoi ils ne s'attendirent pas, c'est que le protagoniste a pu vaincre Colorado d'une simple poussée, même pas ça, il l'a juste touché. Ce à quoi Guanlin ne s'attendait pas, c'est que le sceau, qui a été créé pour contenir son pouvoir, est sur le point d'être endommagé, donc le chien décide de l'aider. En fusionnant avec lui, cet esprit tente d'absorber une partie du pouvoir du protagoniste pour l'empêcher de devenir incontrôlable. Parce qu'il y a un détail assez important, le sceau qui couvre son pouvoir ne limite pas seulement ses pouvoirs, mais aussi ses émotions. C'est pour cela qu'il est toujours aussi froid et distant envers les autres. Et comme le sceau est tellement endommagé, on commence à percevoir des émotions qu'on n'avait jamais vues auparavant. Il réalise alors qui sont ses amis et la personne qu'il aime, ce qui est évident. Regarde-le, il parle espagnol. C'était... Tu sais que je t'ai déjà démasqué en te regardant ? Alors ils organisent un plan qui fonctionne plutôt bien. Sauf que l'imposteur est vaincu par le chauve et finit par perdre le contrôle, libérant son véritable pouvoir. Pendant ce temps, Wanling, le protagoniste, en profite pour achever le plan en s'emparant du dernier hôtel qui manquait. Tout cela pendant qu'il pense à quel point la waifu est importante pour lui. Mais de cette façon, tout devient incontrôlable à ce moment-là, car la fille mystérieuse arrive, donne un coup directement à la Gana et lui arrache l'âme. Tout cela devant le protagoniste, ce qui le fait littéralement exploser de rage, lui infligeant l'une des raclées les plus épiques de cet anime. La fille mystérieuse, qui est la fille? Malgré tout son pouvoir, il échoue car il ne peut pas la ramener à la vie même en réinitialisant le monde. Cependant, le chien lui dit qu'il y a une possibilité, qui consiste à créer un monde différent de celui dans lequel il se trouve. Et que, fondamentalement, le nouveau monde que le protagoniste créera finira par consommer l'ancien. Cela demande beaucoup de pouvoir et reste dangereux, mais le protagoniste s'en moque et le fait réussissant. Mais dans cette nouvelle réalité, il n'a pas la fille qu'il essayait de sauver. Tous les événements que le protagoniste a vécus se déroulent maintenant sans elle, donc évidemment, il va ressentir ce vide. Pendant que cela se passe, l'ancien monde continue de se consumer. Ce que le protagoniste ne sait pas, c'est que l'âme de sa bien-aimée n'a pas été complètement détruite, mais qu'elle a fini dans les enfers. Avec ces personnages qui ne sont pas du tout importants. Elle est donc rapidement renvoyée dans un corps humain. Elle retrouve la raison et essaie d'arrêter le protagoniste, qui à ce moment-là se trouve piégé dans cette nouvelle réalité dans laquelle il n'est pas. Elle y parvient finalement en le transperçant avec une épée, et ces 2 personnages se retrouvent à nouveau, réussissant à empêcher que le monde ne soit complètement consumé. Cependant, le monde est déjà trop en ruine, donc le protagoniste n'a pas d'autre choix que de remonter le temps, juste au moment où la méchante perd le contrôle. Évidemment, pour qu'elle n'élimine pas la protagoniste, et il y parvient trop bien, il ne la laisse même pas bouger, ce qui change ainsi le cours des événements. L'équipe du protagoniste finit par gagner le tournoi. La fille reste en vie et apparemment, à ce stade, l'histoire se termine de façon assez heureuse. Mais cela provoque certains effets secondaires sur le karma magique, ce qui entraîne une grande chute de l'énergie, qui est le soutien des humains. Pendant que le prota et ses amis décident de continuer leur vie paisible, ce qui ne sera pas facile car après la performance de l'école lors de la compétition des académies, il y a plus d'intérêt pour celle-ci. C'est pourquoi tous les élèves seront à nouveau soumis à un test de puissance, avec une exigence plus élevée. Et comme c'est normal dans cette série, Yuan Ding est toujours considéré comme l'un des élèves les plus faibles.
Cependant, le moment de l'épreuve arrive. Ils doivent invoquer ce rayon magique et celui qui ne résiste pas, tout simplement, n'est pas admis. Ici, nous avons quelques participants qui avancent. Mais lorsque vient le tour du protagoniste, il invoque un éclair qui prive d'électricité une grande partie de la ville. Le professeur et les amis tentent d'arrêter l'épreuve, mais seule la fille y parvient. En coupant l'alimentation électrique, elle provoque la libération d'un pouvoir incontrôlable, à tel point qu'elle parvient à transcender la dimension et à entrer en contact avec cet être mystérieux, connu sous le nom de l'empereur démoniaque. Pour cet être, la Terre devrait déjà être conquise, car telle était la mission de l'esprit de grenouille de la première saison, qui est maintenant la mascotte du protagoniste. Ainsi, l'empereur décide d'envoyer son disciple pour chercher des réponses. Pendant ce temps, sur Terre, le protagoniste a des problèmes avec le sceau sur son cou. Alors son père en crée un nouveau, effectuant des tests qui ne se passent pas très bien, tandis que le disciple démoniaque apparaît et localise l'esprit de grenouille. Mais il a tellement de malchance qu'en arrivant chez lui, le père enlève accidentellement le sceau de Yuanding, libérant une onde d'énergie qui désintègre totalement le puissant être, sans plus, même s'il n'est pas mort. Ici, nous revenons à l'académie, où le résultat du test est une nouvelle élève très prodigieuse appelée Ling Xiao, qui rappelle des souvenirs au protagoniste. Ici, nous découvrons la légende de San Ren, le meilleur assassin du monde, qui a disparu il y a 10 ans avec sa petite amie Yuer, un événement survenu le jour où le légendaire crapaud de la première saison est apparu. Ce qui leur est arrivé reste un mystère, cependant les protagonistes tombent par hasard sur la cachette de ce légendaire San Ren. Ils découvrent alors la vérité. Il y a 10 ans, alors que ce tueur prenait l'avion avec sa petite amie, le grand crapaud que le protagoniste a vaincu se trouvait en ville. Ainsi, la foudre libérée par cette créature frappe l'avion, séparant le couple et envoyant Yuher dans le monde démoniaque que nous avons vu auparavant, où elle est devenue une disciple de l'empereur démoniaque. Tout comme sa sœur, qui d'ailleurs est la méchante de la saison précédente et n'est pas morte, seulement emprisonnée, tandis que son petit ami est sauvé par le jeune protagoniste. Cependant, étant sans la fille, il décide de l'attendre dans la cachette de l'académie. Pendant ces 10 années, il découvre que le légendaire San Ren, le meilleur assassin du monde, est le professeur de l'académie, bien qu'il soit, il faut le dire, un peu plus gros. La méchante revient avec son petit ami et pour l'instant, la situation se calme. On voit ici les étudiants commencer à améliorer leurs épées, qui demandent de l'entretien avec le temps. Ils se dirigent donc vers l'un des ateliers de la ville, où ils rencontrent à nouveau Ling Xiao, qui travaille dur à l'affinage des épées afin d'en obtenir une pour elle, car elle a toujours été très humble. Ici apparaissent les étudiants de l'académie rivale, qui, grâce à leur position, commencent à mépriser la jeune fille. Les protagonistes choisissent de l'aider en fabriquant une épée, réunissant pour cela divers matériaux, certains de grande qualité. Cependant, le protagoniste apporte les restes du disciple qu'il a vaincu, ce qui fait de cette épée une arme totalement imparable. Et on le voit le lendemain, quand le gars d'avant essaie d'humilier la fille avec sa relique de fils à papa. Mais quand ils entrent en combat, et qu'avec un simple contact de cette nouvelle épée, l'arme prend vie d'elle-même. Et non seulement elle détruit l'épée adverse, mais elle aspire presque la vie de son porteur. Il n'a donc pas d'autre choix que de partir humilié. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là, car l'ancienne méchante Liu Jing apparaît, profitant du faible niveau magique sur Terre pour s'échapper de sa prison. Et ce n'est pas tout, car l'étrange épée de Ling Xiao a un effet secondaire grave. Elle permet aux disciples de prendre possession du corps de celui qui détient l'épée. Tout cela tandis qu'à l'académie, le couple principal profite de la soirée ensemble et, alors qu'ils sont sur le point de se déclarer, ils sont interrompus par Ling Xiao, possédé, qui utilise ce miroir spécial pour établir une connexion entre les mondes. L'ancienne méchante apparaît également, se joignant au combat et tentant à nouveau de tuer la jeune fille. Évidemment, le protagoniste ne permet pas que cela arrive et les arrête toutes les deux, protégeant ainsi Sarong. Mais pour cette jeune fille, les problèmes persistent et elle ne passe pas un bon moment. Sa famille millionnaire est en faillite à cause de quelques mauvaises décisions de son père, et parce que la famille Tang, leurs rivaux éternels, utilise à son avantage un envoyé démoniaque très habile en affaires, qui a réussi. Leurs revenus ont chuté à des niveaux critiques, car il a profité du faible niveau magique pour affecter la production de la famille Sun. C'est pourquoi les Tang décident de leur proposer de signer un accord par lequel ils leur donneront beaucoup de capital en échange que leur fille signe un pacte avec leur héritier. Même si la jeune fille refuse, car cela peut conduire à des fiançailles, elle doit accepter pour sauver sa famille et les employés de l'entreprise. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que le protagoniste découvre la vérité sur la faible production de l'entreprise, car le démon
d'avant, connu sous le nom de Reichmann, a vidé les réserves de l'entreprise à l'aide de cette bête. Tout cela au profit des Tang, alors il élimine la bête. Et comme par magie, les actions de la famille commencent à remonter, car les méfaits des Tang sont également découverts. Qu'ils n'étaient bons qu'à humilier, et qu'à présent, tous leurs biens sont gelés. Même si la plupart ignorent qui était le héros, elle le sait, et c'est l'essentiel. Nous reprenons à nouveau l'académie, où les étudiants ont déjà préparé leurs épées raffinées. Où il y a un nouvel événement dans lequel chacun va démontrer son habileté, dans une sorte de spectacle de talent. Ils ignoreront que Reichmann poursuit ses plans et choisit de perturber les présentations, espérant attirer un large public à la diffusion de l'événement. Il réussit à rassembler 1 milliard de participants à l'événement, ce qui lui permet de réaliser son idéal de créer un sceau pour contrôler l'esprit des humains avec de l'énergie démoniaque. Et même si le protagoniste intervient pour que le plan ne se déroule pas parfaitement, les gens finissent par être contrôlés par une sorte d'obsession envers la protagoniste. Ainsi, nos héros cherchent un moyen de résoudre cette situation. Pendant qu'ils s'échappent, ils se rendent compte qu'à chaque fois que la fille rejette une de ses marionnettes, le sort disparaît. Cependant, elle doit le faire massivement pour que cela marche pour tous. C'est pourquoi Poffotier Taxi, avec le protagoniste et l'aide du chauve et de l'Inseado, ils se dirigent l'un vers la station spatiale qui offre une couverture suffisante où ils parviennent à arriver sains et saufs. Et la jeune fille, à travers un message en direct, rejette massivement les personnes sous la malédiction, en leur disant qu'au cours de sa vie, elle a toujours eu besoin de l'approbation de tout le monde, mais avec ce qu'elle a vécu récemment. Il lui suffit que cette seule personne l'accepte. Évidemment, cela provoque une réaction en chaîne qui ramène les gens à la normale. Cela met en colère Reichmann, qui tente comme dernier recours de faire s'écraser un astéroïde sur la Terre. Mais il échoue car le protagoniste intervient. Cependant, le disciple et l'empereur lancent l'attaque finale contre la Terre. En effet, à travers la faille, des démons et de nombreuses troupes commencent à apparaître pour envahir la planète. Et de manière astucieuse pour contenir le protagoniste, il crée une boucle qui l'empêche de retourner sur Terre et dans laquelle, apparemment, le budget diminue. Enfermés dans la station spatiale, ils sont impuissants. Les défenses terrestres sont inexistantes sans Guanling. Donc, même si de nombreux héros s'interposent, ils finissent par être vaincus, car le seul espoir est ce héros inconnu dont ils ne connaissent même pas l'identité. Cependant, il y a de l'espoir, car Guan parvient à résoudre la boucle, et pour la première fois en 2 saisons, il décide de révéler son identité au monde. Il revient vite sur Terre, mais alors qu'il va résoudre ce problème, il est emmené dans une autre dimension par la mystérieuse jeune fille, Ling Xiao. Ici, nous découvrons qu'en réalité, elle appartient à la civilisation ancienne des Fées. Dans une dimension autrefois ravagée par l'empereur, elle fut la seule survivante envoyée dans le monde humain et recueillie par une jeune fille qui lui enseigna l'art de l'épée et son raffinement. Mais cette jeune fille est désormais prisonnière de l'empereur, d'où la décision d'emmener Yuanding pour l'échanger contre sa maîtresse. En désespoir, les humains refusent d'abandonner. Prêts à mourir, ils unissent les forces les plus puissantes de la planète pour lutter. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'arrivée de Guan dans le monde démoniaque cause sa chute. Le vrai danger est d'avoir le protagoniste comme ennemi. Après son arrivée, la bataille finale commence avec un protagoniste calme qui, sans trop d'efforts, tient l'empereur en échec. Et ce n'est pas tout. Il l'a déjà bien épuisé, de nombreux coups portés, mais un seul a touché. C'est l'une des séquences les plus épiques de la saison, où le disciple pense que la faiblesse du protagoniste était le saut sur sa nuque, sans savoir qu'en le retirant, tout ce que cela provoque, c'est que toute l'énergie contenue du protagoniste détruise non seulement le royaume et ses habitants, mais aussi la dimension démoniaque, ce qui arrête de façon imminente l'attaque contre la Terre. Tout revient à la normale, la plupart des personnages vont bien, l'énergie magique est rétablie, mais encore une fois, le protagoniste passe inaperçu, ce sont les autres qui reçoivent les honneurs. Cependant, cela semble lui convenir, car il peut continuer sa vie tranquille avec ses amis et la fille qu'il aime. D'ailleurs, elle commence aussi à se rappeler à quel point Wan Lin est fort. Vous savez, ces souvenirs qu'elle a perdus lors de la première saison, c'est ainsi que commence cette 3e saison. Après le désastre causé par les démons dans la ville, bien qu'ils aient été vaincus, quelques-uns errent encore. Ils doivent s'en occuper, et ici, c'est une mystérieuse fille qui sera importante. Mais ici, nous avançons de quelques jours où tous les étudiants retournent en cours, car une force mystérieuse a réussi à reconstruire toute l'académie, qui n'est autre que Rani, suite à une demande spéciale du directeur. Donc tout semble revenir à la normale, avec pour seul changement que nous n'avons plus une seule princesse à l'école. Mais une rivale nommée Yoshiko apparaît, une japonaise millionnaire qui veut devenir la plus populaire de l'endroit,
défiant même son propre clan. Cependant, elle ne lui prête même pas attention, car il y a des choses, ou plutôt des personnes, plus importantes en ce moment. Ainsi, étant assez ignorée, elle apparaît ensuite dans le salon, annonçant qu'en tant qu'héritière d'une famille importante, elle doit être respectée. Cependant, une seconde plus tard, la maîtresse arrive, l'interrompt et lui dit que la classe à laquelle elle appartient n'est pas celle de l'élite, mais celle des élèves ordinaires. Elle sort assez humiliée, alors elle décide de jouer un sale tour, et pour attirer l'attention de son rôme, elle décide de s'en prendre à son homme. Elle parvient même à le distraire un peu avec son plat préféré tout prêt, ce qui met la présidente en colère, au point qu'elle finit par accepter n'importe quel défi qu'on lui propose. Cependant, Yoshiko a mené son enquête en sachant que sa faiblesse, c'est la cuisine, ce qui est assez étrange. Finalement, elles s'affrontent lors d'un événement où, sans conteste, les bentos de la japonaise dépassent ceux de rang. La victoire semblait acquise, sauf pour... Elle connaît le protagoniste et sait qu'il est beaucoup trop simple. Et ses plats préférés, c'est la seule chose qu'il aime vraiment, parce que ça lui rappelle des moments importants qu'il a vécus depuis son enfance. Et puisque c'est l'avis du gars qui compte, la fille gagne et continue de dominer à l'académie, calmant les choses instantanément. Cependant, à partir d'ici, nous passons à Rani, qui en ce moment rêve de la façon dont sa mère fêtait ses anniversaires. Avec ce style d'œuf, quand il n'était encore qu'un tétard. Quelque chose qui le rend triste, parce qu'aujourd'hui, ce grand jour, il s'enthousiasme lorsque Guanlin lui demande comment serait la célébration d'anniversaire dans le monde démoniaque. Alors, voyant comment toute l'équipe travaille sans relâche et semblait ne rien lui laisser voir pour ne pas gâcher la surprise. Se sent-il chanceux de vivre parmi les humains? Même le protagoniste, en revivant des scènes d'aliens, trouve le grand œuf. Cependant, en attendant sa surprise, il se rend compte que la maîtresse a laissé quelque chose dans la salle et il doit l'arrêter avant qu'elle ne gâche tout, et il y parvient. Cependant, il se rend compte que l'œuf extraterrestre, selon sa mère, devait rester à une certaine température, sinon cela pourrait provoquer une catastrophe brutale. Il essaie donc d'arriver à temps, mais l'œuf éclot, et au lieu de libérer un bon gâteau, il libère une multitude de larves d'extraterrestres qui prennent la tête de leur victime et la contrôlent, infestant toute la classe, jusqu'à ce que Guanlin parvienne à maîtriser le problème en étant assez agressif, évidemment avec son Ron, non? Le problème, c'est qu'il laisse tous les préparatifs détruits. Alors Rani, voyant la tristesse de tout le monde, décide que, malgré l'usure de son corps, elle sacrifiera quelques années de vie supplémentaires pour remonter le temps et arranger les choses. Un moment extrêmement triste, mais qui est piégé par le fait que toute cette grande préparation n'était pas pour lui, mais pour Link, qui, comme nous le savons, vient aussi du monde démoniaque. La trahison suprême? Malgré tout, quelques jours plus tard, tout semble redevenu normal, et il décide d'aller chercher des herbes dans la forêt, où apparaît l'un des démons restants qui voulait les attaquer. Mais avec Rani, ils finissent dans un piège. Et c'est cette expérience de Godzilla qui attaque le singe dans le cadre du plan du célèbre Tiang. Il leur explique que la nouvelle mode est une sorte de Pokémon Go, où le but est de capturer toutes les bêtes démoniaques les plus puissantes. Cependant, ces types vont trop loin car beaucoup des créatures les plus faibles finissent par mourir à cause de cette mode. Ils tombent même sur une licorne dans un état très grave, alors Ao décide de l'emmener chez ses parents, mais ils n'ont pas le temps et si rien n'est fait, elle mourra. Heureusement, le protagoniste mélange un peu de son ADN dans la nourriture de la créature, lui donnant la force de régénérer ses blessures. Cependant, Tiang ne tarde pas à apparaître, réclamant la bête qu'on lui a volée selon lui, ce qui est inacceptable, et il le défie à un combat Pokémon où Rani ne va pas les aider. Et même si le protagoniste l'oblige, c'est finalement la licorne elle-même qui décide de se battre courageusement. Mais littéralement, elle échappe aux premières attaques par miracle. Heureusement, l'ADN du protagoniste fait effet et il finit par évoluer en une licorne argentée. Avec cela, cette fois, le combat devient vraiment passionnant, en voyant valser l'arrogant Tiang. C'est alors que nous comprenons que tout ce qui entoure Pokémon Go est l'œuvre de Yoshiko, qui voulait être reconnue pour avoir créé une application populaire. Mais elle finit par être éclipsée par Plateado, qu'elle reconnaît elle-même comme une créature extrêmement précieuse. C'est pourquoi elle passe tout le cours à essayer de l'emmener, mais le protagoniste l'arrête jusqu'à un certain point, car la fille ne se soucie pas de lui faire du mal. Et non seulement elle la fait grandir de manière artificielle, mais quand elle se retrouve seule, elle la force à évoluer à nouveau, la transformant en une bête du chaos dans toute la ville, au point que même les gardiens apparaissent. Mais Ao essaie de protéger son animal de compagnie, et celui-ci ne coopère pas beaucoup. Donc, Wanling n'a pas d'autre choix que d'invoquer Rani, cette fois en tant que roi démon. Pas tellement pour combattre, mais pour que le crapaud avale tout l'excès de magie, étant le seul à en souffrir. Bien sûr, le protagoniste en profite pour détruire la source de cette évolution artificielle, même si la créature finit tôt ou tard sacrifiée. Avant que cela n'arrive, le protagoniste la libère dans son monde, reprenant le contrôle.
Cependant, tout n'est pas rose pour lui. En effet, quelques jours plus tard, il semble faire des rêves liés au jour où son père lui a offert son épée en bois. Cela aurait un lien avec une épée chinoise qui apparaît en ville, défiant et battant tous les guerriers qu'elle rencontre et détruisant leur épée. C'est un fait important, car lors d'un entraînement normal à l'académie, l'esprit de Jinke semble devenir incontrôlable. Et personne ne peut rien faire contre cette épée. À l'exception de la femme qui a pris soin de Ling depuis son enfance et qui, étant passionnée par les épées, reconnaît cette arme. Comme elle possède l'âme d'une personne qui a autrefois vécu, elle traverse une sorte de phase rebelle. Ce qui a une raison, elle est liée à la nouvelle épée chinoise de la ville. Alors il décide de faire la relève avec les gardiens qui ont été vaincus et d'affronter la jeune fille qui les bat tous sans difficulté. Cependant, lorsque la maîtresse parvient à calmer l'épée et que le protagoniste peut l'utiliser, il s'avère que la jeune fille a un lien avec Jinke, depuis le jour où le protagoniste a reçu cette arme. En réalité, il s'agit du fourreau de cette épée, séparés depuis des années. Et c'est bien pire car il s'agit d'une relation fraternelle. Heureusement, cela ne va pas plus loin, la fille finit par recevoir sa punition. Mais pendant que cela se passe, le garçon ne perd pas de temps. Il tente de voler un objet dans le train destiné aux enchères l'après-midi. Mais grâce au gardien et à ce mystérieux maître, il n'y parvient pas et doit rejoindre les autres familles millionnaires pour concourir de manière équitable. Pendant ce temps, Wanling souffre en perdant aux cartes contre les enfants du quartier. Cela dit, les millionnaires y commencent à se disputer pour des objets rares de toutes sortes. Et le protagoniste voit à la télévision que l'un des objets peut exaucer n'importe quel vœu, ce qui l'intéresse, et c'est justement l'objet qu'il voulait voler, mec. Ce qui crée clairement une guerre entre millionnaires, dans laquelle la petite se retrouve pratiquement ruinée pour l'avoir emportée. Et au dernier moment, Wanling apparaît et avec un simple appel, elle met tellement d'argent sur la table que personne ne peut rivaliser avec elle, gardant ainsi l'objet qu'elle détruit sans se soucier de sa valeur. Et quand elle invoque ce qui pourrait être un Shenlong, elle l'élimine simplement pour garder la carte de cette créature et enfin battre les enfants. Ce type ne se soucie vraiment de rien. Le problème, c'est qu'en revenant en cours, il semble que Shen ait changé de personnalité pour devenir un vrai voyou. Tout ça parce qu'il a rejoint les soi-disant exorcistes de la ville. Des voyous qui pourraient seulement faire du mal à son ami et ils essaient de lui prouver. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent à rien démontrer. En fait, ils ne font que de bonnes actions, comme éliminer les démons de la ville. Alors, après des excuses, l'équipe propose d'aider un peu et tout le monde entre, sauf le protagoniste, qu'il considère comme faible. C'est pour cela que Shen souhaite voir son ami dans l'équipe et en discute en privé avec les chefs, découvrant que tout était une mise en scène. Ils engagèrent des démons pour que plus de gens rejoignent la bande, qu'il considérait pratiquement comme sa famille. C'est pourquoi cela l'affecte à tel point qu'il en perd la raison et se maudit, ce que Wanling ne peut accepter. Et il prouve qu'il n'est pas si faible, car avec une batte cassée, il fracasse le visage de tous ses ennemis avec une vitesse et une force incroyables. Il prend même soin de son ami pour que, lorsqu'il se réveille, il pense avoir été le véritable héros de toute l'histoire. Cependant, il ne sauve pas qu'un seul ami. Zhu a aussi des ennuis et le protagoniste doit également le sauver. Cependant, cette fois, grâce à une caméra sur place, tout ce spectacle du héros de la ville semble être découvert et maintenant, tout le monde le méprise pour avoir été une imposture pendant tant d'années. Bien que l'identité du protagoniste soit encore secrète, le fait est qu'il commence peu à peu à tout perdre, de son travail jusqu'au respect des gens. Malgré tout cela, cela ne l'empêche pas de continuer à essayer de bien faire les choses et de se retrouver dans des ennuis avec des démons qui sont clairement beaucoup plus forts. Et même si le protagoniste est toujours là au bon moment pour le sauver, il a déjà l'impression de mentir aux autres et à lui-même. Même lorsque le prota lui donne l'occasion d'effacer les souvenirs de toute la ville, il préfère recevoir un véritable entraînement pour que ses réussites soient vraiment les siennes. Alors il décide de quitter la ville pendant un certain temps. Ce qui représente une victoire pour Yoshiko, car elle était derrière tout cela, même si personne ne le sait. Ainsi les élèves, pour le moment, ne s'inquiètent que de l'approche du grand gala à l'académie et ils n'ont pas de partenaires à inviter. En fait, Ao s'intéresse à la méchante femme et Chen veut voler la vedette au protagoniste. Mais tous les deux essuient un refus clair. Malgré tout, l'événement est grâce à la famille de Suron. Et elle a déjà des projets avec la maison vide. Le problème, c'est que tout tourne mal quand son grand-père arrive, car il veut savoir si le prétendant de sa petite fille est le bon. Mais il finit par mal s'entendre avec un gars d'un niveau aussi bas. Pourtant,
En respectant les règles de sa famille, il le soumet aux 3 épreuves où il ne s'attendait pas à être surpris, car il n'est pas seulement fort, mais aussi très puissant. Frustré, le grand-père le défie alors à un combat avec l'arme de son choix. Cependant, Protajusto s'intéresse au bâton sacré de 7000 kilos que seul le fondateur de la famille a pu soulever. Cela fait que le grand-père change immédiatement d'avis et lui accorde son respect. Cependant, le bonheur ne dure pas longtemps, car alors que tout le monde profite de la cérémonie, le bâton sacré finit par disparaître, ce qui ne laisse qu'un seul suspect possible. Pourtant, nous revenons un peu en arrière pour nous rendre compte que ce bâton était une commande exclusive que l'on avait confiée à Yoshiko. Ainsi, après s'être fait passer pour la cuisinière du manoir et s'être faufilée partout, on la voit trouver la cave où il était gardé. Sonrong, furieuse, part en voyage avec le protagoniste jusqu'à son manoir au Japon. Bien qu'elle veuille se cacher, les affreuses chansons de Ao la font sortir, pour qu'elle finisse par nier le fait qu'elle a volé le bâton, ce que personne ne croit. Alors, la fille demande à ses yakuza de s'en occuper, mais contre le protagoniste, ce ne sera pas si simple. En fait, la fille est obligée d'utiliser ses invocations grâce à cette relique. Cependant, Wanlin, avec autant de puissance, finit par détruire non seulement leurs armes, mais aussi l'objet même qui les envoie tous les deux, à l'endroit où tous ces démons sont enfermés et qui sert en quelque sorte d'entrepôt pour toutes ces créatures. Des captures attrapées avec le Pokémon Go d'autrefois. C'est quelque chose que Jou a découvert et qui a été la raison pour laquelle il a quitté la ville. Cependant, le dilemme de Yoshiko est qu'il ne peut pas contrôler ces démons, car il manque un objet puissant qui ferait que toutes ces créatures voudraient le suivre. Cela pourrait être le bâton sacré, confirmant que la fille ne l'a pas. De plus, parce que soudainement, cet espace mort commence à se détruire, libérant toutes ces bêtes sous l'ordre. L'auteur de tout cela, qui n'est autre que Rani. Cependant, c'est assez compréhensible, car on nous explique qu'après le piège tendu pour son anniversaire, il a ressenti qu'il n'était important, ni en tant qu'humain, ni en tant que démon. Il est alors tombé dans une grave dépression durant laquelle il a découvert un petit groupe de démons cachés de la société, respectant encore son héritage de roi démon. Voyant la situation de tous, il est temps de se rebeller contre la répression humaine. Pendant ce temps, il manipulait tout dans l'ombre. Et il est compréhensible qu'il veuille libérer ses frères de cette famille japonaise, en plus de détruire la ville au passage. Cependant, il est conscient qu'il y a un obstacle qu'il ne pourra franchir d'aucune manière. C'est pourquoi il propose un défi différent au protagoniste, un défi intellectuel. Car après l'avoir observé pendant si longtemps, il sait qu'il n'est pas très bon en classe. Cependant, ce n'est pas parce que l'école ne l'intéresse pas, car il a largement assez de connaissances. Et même avec des exemples assez fous. Donc, il ne reste au chien qu'une seule option, et il la joue de façon personnelle. Il lui demande cette date d'anniversaire qu'il a oubliée et avec laquelle il parvient à le battre, mais en étant assez blessé. Le considérant comme un ami, il laisse sa colère l'emporter et choisit de se battre plutôt que de craindre, comme prévu. Il n'arrive pas à se battre, même en remontant le temps. Car toujours, quelle que soit la fin, il finit par perdre. Même s'il ramène le héros à l'état de bébé, il est un prodige depuis qu'il était dans les œufs de son père. Cela ne change rien. Alors il ne lui reste plus qu'à s'enfermer avec lui dans un sceau éternel. Mais il n'arrive à rien, juste un petit espace où ils peuvent parler. Et Rania en profite pour se confier, le considérant comme un ami, mais il est confus sur le fait de savoir s'il est un humain, un démon, ou quelle est sa fonction. Alors le prota lui montre que, peu importe laquelle des deux il a un endroit où retourner. Cela le fait réfléchir et accepter sa défaite. Avec 2 conditions. La première, que tous ses frères soient libres, et pour cela, le prota crée une planète à partir de 0, où ils pourront bien vivre. Il sent qu'il doit vraiment quelque chose à son ami. Pendant ce temps, le chien lui demande aussi de rester son animal de compagnie, ce qui est certain et avec une meilleure relation. Tout redevient donc normal. Même l'attitude de Yoshishiko, qui est reconnaissante de ne pas avoir perdu sa chère ville, complète ainsi la mission qu'ils avaient au Japon. Pendant ce temps, le petit couple principal peut profiter de l'après-midi et de la grande victoire qu'ils viennent d'obtenir. Ainsi se termine cette 3e saison, essentiellement de la série la plus importante de la chaîne puisqu'elle a lancé ses résumés. Et puisqu'il y a une 4e saison, je serai reconnaissant d'avoir 400 commentaires pour la prochaine et dernière partie de cet anime si divertissant. Pour ma part, c'est tout. Merci de nous avoir regardés et comme l'a dit mon père, moi je vous abandonne.